D'abord, mettons-nous d'accord sur deux postulats de départ. Premièrement, la combustion des énergies fossiles depuis environ 200 ans, gaz mais surtout pétrole, charbon, projette dans l'atmosphère des gaz que l'on nomme à effet de serre. Et plus les années et les décennies passent, plus ces gaz s'accumulent et plus la température à la surface de la Terre augmente. Deuxième postulat, les conséquences de cette chaleur additionnelle. Près de 1 degré que nous avons déjà gagné fin du XXe siècle, puis 2 et peut-être 3, 4 degrés d'ici 50 ou 60 ans. Cela touche l'agriculture, donc l'alimentation, la disponibilité de l'eau, la mutation des maladies, le déplacement des oiseaux, de certains mammifères, la fonte des calottes polaires et des glaciers de montagne, l'acidification et le niveau des océans. Bien, mais à partir de ces deux postulats, que fait-on? D'abord, tout commence par l'école. Il faut, plus encore, faire évoluer les livres de classe. Ensuite, il faut informer, expliquer encore et encore pour faire mûrir les mentalités et changer les comportements de consommation. Et puis, il y a le levier de l'argent, en combinant les financements pour réduire les vulnérabilités et verdir les outils de croissance et de développement. L'idée est de réorienter progressivement l'épargne privée et les investissements vers des secteurs d'activité peu émetteurs de gaz à effet de serre. Alors on s'en doute, le chantier est énorme, il est complexe, il concerne tous les pays, mais avant tout les pays en développement. D'abord, ces derniers recherchent les financements des pays du Nord pour les aider dans cette lutte contre le changement climatique, au titre des responsabilités historiques d'émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, certains pays à forte croissance économique et très peuplés, si leur trajectoire d'émissions n'est pas infléchie, vont peser lourd dans les émissions mondiales. Et enfin, c'est justement le monde en développement qui regroupe les pays les plus vulnérables. Cette carte du PNUD nous fait apparaître les 30 pays en développement qui ont l'indice de développement humain le plus bas. Mais la vulnérabilité touche aussi des pays plus riches, mais très exposés à la montée des océans ou aux cyclones, notamment les États-îles du Pacifique, le Vietnam, le Bangladesh, les États de la Caraïbe ou encore le Mexique. Leur niveau de pauvreté et celui de leurs infrastructures ne leur permettent pas une solide résilience à ces dérèglements climatiques. Alors, de l'argent, très bien, mais quelles sont les sources de financement vers les pays en développement? Les gouvernements des pays développés, les institutions financières bilatérales, comme l'Agence française de développement, les banques multilatérales de développement, comme la Banque mondiale, les fonds climat créés pour répondre à ces besoins d'évolution, comme le Fonds pour les technologies propres, et enfin, les investisseurs privés. Alors prenons quelques exemples concrets. En Chine, avec un surcoût de construction de seulement 7% pour un logement, on réalise ensuite 50% d'économie d'énergie. Et ce surcoût peut être financé par une subvention ou même par un simple prêt. Au Vietnam, l'un des 20 pays du monde les plus exposés aux conséquences du dérèglement climatique, plusieurs villes, notamment Can Tho ou Da Nang, ont mis en place des politiques assez révolutionnaires en aidant les habitants à rendre leurs logements plus résistants. Alors comment est-ce que c'est financé? Eh bien tout simplement par des prêts destinés aux fonds d'investissement locaux. Car même avec les intérêts, un prêt coûtera toujours moins cher que le coût des catastrophes qui viennent. On a aussi l'exemple du Kenya, où les entreprises privées peuvent financer leurs investissements en verre, des éoliennes, des panneaux solaires, grâce à des prêts consentis par les banques. Mais sans l'aide des bailleurs internationaux, les banques ne pourraient pas investir sur ces secteurs risqués. Alors on le déduit, d'un côté, le dérèglement climatique relégitime l'aide publique au développement, mais de l'autre, les montants en jeu de cette nouvelle finance climat sont en fait assez difficiles à évaluer avec précision. En moyenne et par an, les flux de finances climat des pays développés vers les pays en développement oscillent autour de 50 milliards de dollars venant d'institutions publiques et 125 milliards de dollars venant du privé, soit un total de quelques 175 milliards de dollars. Alors si on veut avoir une chance de limiter le réchauffement à 2 degrés au XXIe siècle, on a estimé que les besoins d'investissement à l'échelle mondiale se montraient à environ 1 000 milliards de dollars par an
entre 2025 et 2050. Enfin, dernier canal de financement décidé à la COP17 de Durban, et spécifiquement dédié à la réduction des émissions de CO2 dans les pays en développement, on a le Fonds vert pour le climat. C'est un fonds qui a une gouvernance à parité, 12 représentants de pays en développement et 12 de pays développés. Il est aujourd'hui capitalisé à hauteur de 10 milliards de dollars et les premières décisions d'investissement devraient avoir lieu fin 2015, juste avant la COP21 sur le climat à Paris. Mais attention, il ne s'agit pas seulement de prêter ou même de donner de l'argent. Non, il faut pousser les pays récipiendaires à réduire leurs émissions de CO2 en faisant évoluer leur trajectoire de développement et ainsi les éloigner peu à peu des énergies carbonées. Alors tout cela n'est ni simple ni rapide, car au fond, la finance climat touche à ce modèle énergétique, le nôtre, qui prévaut depuis à peu près un siècle. Alors un certain nombre d'États font de vrais efforts pour renforcer leurs outils de transition, mais d'autres sont pour le moins passifs et prennent les mécanismes de compensation pour un guichet bancaire de plus. Or, il s'agit de comprendre que la prise en compte du climat doit s'appliquer à toutes les décisions économiques et politiques. Voilà, j'ai brièvement essayé de vous montrer que les choses avançaient tout de même, mais évidemment, est-ce que tout cela n'est pas trop lent? De toute façon, nous ne pouvons plus nous offrir le luxe du pessimisme. Toutes sortes de modes d'action sont à disposition maintenant, et ces actions sont désormais indispensables pour nous tous, et peut-être plus encore pour les générations qui viennent. Je vous ai parlé du levier de l'école, celui de l'information, les leviers financiers, mais il y a aussi bien sûr le levier politique, et là, c'est nous qui décidons.